commencé à parler de phénomènes hypnotiques, de mains qui se rapprochent du visage, etc. Est-ce que tu pourrais préciser justement l'utilité de ces phénomènes hypnotiques dans une séance? Et éventuellement, une fois que tu les as précisé l'utilité, est-ce que tu peux nous dire un peu comment les exploiter, comment s'en servir pour devenir des experts comme toi? Alors, les phénomènes hypnotiques. Alors, Mhm. quand même une petite précision, les phénomènes hypnotiques, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de poser la question et je me demande si je vais être capable d'y répondre. Mais disons que les phénomènes, c'est ce par quoi c'est rendu visible. Ou visible, ou Oui. pas forcément visible à l'œil, mais ce par quoi c'est rendu manifeste. Par exemple, si quelqu'un dort, je peux dire qu'il est en sommeil, mais il y a les phénomènes du sommeil. Par exemple, je sais pas moi, le fait qu'il soit immobile, ou relativement immobile pendant longtemps, le fait qu'il ronfle, je sais pas moi, des choses comme ça. C'est-à-dire des signes par lesquels moi je sais que la personne est en train de dormir. Ou alors les signes Mhm. par lesquels elle sait. Ça aussi, ça peut être des phénomènes internes. Mais disons que voilà, ce sont des signes. Euh, il peut pas ne pas y avoir de phénomène hypnotique. On pourrait penser, parce que là, quelle est l'utilité? Ça sous-entendrait que on pourrait s'en passer. Alors j'ai déjà entendu ce genre de discours, des gens qui disent moi je fais Mhm. une hypnose sans phénomène hypnotique. Je pense que c'est une ignorance de la définition même des phénomènes hypnotiques. Il ne peut pas y avoir d'hypnose sans phénomène hypnotique. S'il n'y a pas de phénomène hypnotique, c'est qu'il n'y a pas d'hypnose. Ne Mhm. serait-ce que le phénomène qui consiste à rentrer en soi, je sais pas moi, il y aura forcément ça. Ou peut-être vont-ils utiliser la détente musculaire. S'ils proposent aux gens de se relaxer et que la personne se relaxe, c'est probablement que la suggestion est passée, qu'il y a un premier phénomène hypnotique. Mhm. Chaque phénomène ne suffit pas à créer l'hypnose, mais c'est l'addition de tous ces phénomènes. Tous ces phénomènes sont des petits points sur un tableau. Et vu de loin, ça crée un paysage. Eh bien, on va dire que ces phénomènes sont pas un état d'hypnose, mais vu de loin, ils créent une sorte d'état. C'est-à-dire vraiment un tableau général d'un état qui n'est pas l'état ordinaire et qui est l'état d'hypnose. Donc le fait d'être relaxé ne suffit pas à faire un état d'hypnose. D'ailleurs, on n'est pas forcément relaxé en hypnose. Mais il n'empêche que s'il y a de la relaxation et qu'il y a aussi de l'anesthésie et qu'il y a aussi de l'automatisme et qu'il y a aussi ceci, cela, bon, au bout d'un moment, on peut dire qu'il y a quand même un état modifié de la conscience. Mhm. Et en réalité, si une personne est en hypnose, il y a forcément des choses. On va pas forcément créer des phénomènes qui vont être manifestes pour un public. Ça, c'est autre chose. Euh, donc on pourrait distinguer d'un côté les phénomènes hypnotiques parce que de toute façon la personne va pouvoir ressortir en disant j'ai été en hypnose. Et si la personne Mhm. dit j'ai été en hypnose, alors je vais lui dire en quoi, enfin qu'est-ce qui vous fait dire ça? En quoi vous le savez? Par quoi vous le savez? Et alors ce qu'elle va me répondre, bah, ce sont des phénomènes hypnotiques. Si elle me répond par exemple ah ben j'étais beaucoup plus détendu que je suis d'habitude, j'ai perdu toute notion du temps, je ne vous entendais plus, ou au contraire je n'entendais plus que vous, à un moment donné j'ai fait des rêves, où je sentais une grande légèreté, je ressentais plus mon corps, enfin toutes ces réflexions-là, où je me suis vu à l'autre bout de la pièce, où je me suis souvenu d'un épisode de mon enfance, ou des choses comme ça, ben toutes les réponses qui sont dans cette liste, ce sont des phénomènes hypnotiques. C'est ce par quoi la personne sait qu'elle est en hypnose. Après, il y a les phénomènes qui sont rendus manifestes à un observateur extérieur, ce par quoi moi je vois que l'autre est en hypnose. Ouais. Alors, c'est souvent à ça qu'on pense, par exemple une lévitation du bras, un membre ou n'importe quel mouvement automatique. C'est vrai que si je vois une main qui bouge toute seule, et on fait très bien la différence entre un mouvement automatique et un mouvement volontaire, hein, qui est souvent saccadé, qui s'accompagne d'une respiration qui s'accélère la plupart du temps, etc. Eh bien, je peux me dire que ce type-là de mouvement, c'est pas le type de mouvement que les gens font naturellement. Ça, c'est un mouvement qui est typique d'une réponse hypnotique. Il y a des différents signes comme ça qui peuvent être manifestes. Donc, mais en tout cas, il y a toujours des phénomènes. Ensuite, souvent, quand même, clairement, quand on parle de phénomènes hypnotiques, on parle de ceux qui sont les plus saillants, faut être honnête, et notamment dans la liste traditionnelle, il y a des choses comme l'amnésie, parce que l'amnésie, elle peut se vérifier. Si une personne a oublié, par exemple, dans les spectacles d'hypnose, si une personne, on lui a fait oublier un chiffre, bon, ben, elle compte et elle se souvient pas du chiffre. Bon, voilà, là, il y a une sorte de phénomène dans le sens d'un numéro d'hypnose même. Une anesthésie, si je pince le bras droit de quelqu'un et qu'elle a mal et que je presse le bras gauche et qu'elle ressent rien, c'est qu'il y a une anesthésie et qu'il y a un phénomène hypnotique classique.
Alors, souvent, dans les démonstrations, on voit que les gens se font pincer à des endroits qui sont de toute façon pas douloureux. Alors là, c'est du trucage. Mais si on pince ou qu'on pique à un endroit qui est douloureux et que la personne ne ressent rien, c'est qu'il y a une bonne anesthésie. Donc il y a l'amnésie, l'anesthésie, les hallucinations, il y a la distorsion de la perception du temps, c'est-à-dire que l'impression que le temps, par exemple, qu'une heure s'est écoulée en 1 minute, ou qu'au contraire, pendant 1 minute, j'ai eu le temps de faire des choses pendant 1 heure. Il y a quoi d'autre comme phénomène classique qu'on utilise? La suggestion post-hypnotique. Par exemple, en hypnose, on va programmer la personne pour faire quelque chose qui va se déclencher bien après. Ça, c'est le phénomène de base qui permet l'hypnothérapie, par exemple. C'est de dire à une personne, eh bien, dans 3 jours, à midi, mercredi à midi, vous allez faire ci, ça, ça et ça. Et elle le fait. Donc, alors évidemment, on les utilise sous plein de formes, hein, les suggestions post-hypnotiques, mais c'est un phénomène très très classique. Donc il y a les réponses idiomotrices. Après, dans les réponses idiomotrices, on peut imaginer l'écriture automatique, même si c'est pas forcément que lié à l'hypnose, hein, on peut les avoir sans hypnose. Mais voilà, donc c'est toutes sortes de distorsions. Qui correspondent soit à des choses que notre cerveau est capable de faire déjà au quotidien, et qu'il fait au quotidien, soit à des choses qu'il est capable de faire mais qu'il ne fait pas au quotidien. C'est-à-dire que ça ne nous arrive pas tous les jours d'avoir une hallucination visuelle positive, c'est-à-dire de voir quelque chose là devant nous comme si c'était là, et de croire que c'est là alors que ça n'est pas là. Soit même des choses qui sont possibles par le cerveau, mais qui n'arrivent que dans des cas pathologiques. Ou sous l'effet d'un stupéfiant. Je parlais des hallucinations, mais comme pas mal de phénomènes du somnambulisme, c'est en général, quand ça arrive spontanément, c'est plutôt pathologique. En hypnose, non. En hypnose, on arrive à recréer ces différents phénomènes du cerveau de manière contrôlée. Et donc, les phénomènes peuvent être plus ou moins ambitieux en fonction de savoir s'ils sont ordinaires, moins ordinaires, extraordinaires, voire habituellement plutôt mauvais signes, mais qui en hypnose sont pas mauvais signes. Donc il y a ces différents phénomènes hypnotiques, et en effet c'est là-dessus qu'on se base pour faire des séances, quoi. C'est-à-dire que en fin de compte, ce qui nous intéresse avec l'hypnose, c'est de pouvoir utiliser des leviers à l'intérieur, des mécanismes du cerveau qui ne sont pas mobilisables habituellement sans hypnose, ou pas d'une façon aussi souple. Donc l'idée, c'est d'obtenir des outils, et ces outils, ce sont des phénomènes hypnotiques. Par exemple, un exemple que j'avais pris déjà, mais si je fais une expérience imaginaire, si là, moi, dans mon état éveillé, je me dis, tiens, j'ai une conférence à animer demain, et j'ai peur de parler en public. Donc je vais fermer les yeux, et puis je vais m'imaginer un public, et puis je vais m'imaginer que je parle avec confiance. Donc je peux faire ça, fermer les yeux, je m'imagine un public, je m'imagine que je parle avec confiance. Bon, mais c'est pas sous forme d'un phénomène hypnotique, parce que c'est juste mon imagination, et le résultat risque d'être intéressant, mais peut-être pas extrêmement fort. Si par contre, une personne m'a hypnotisé auparavant, et qu'elle a obtenu ce phénomène hypnotique bien spécifique qui consiste à me croire, à faire un rêve en quelque sorte. C'est-à-dire quand je rêve, j'y suis, quoi. Si je rêve que je suis devant un public, il est là le public, je peux voir le visage des gens vraiment, quoi. C'est très très présent, je peux sentir leur présence. Donc si cette personne m'amène dans ce phénomène hypnotique qu'on appelle le rêve hypnotique, et bien à ce moment-là, elle va pouvoir me dire: maintenant j'aimerais que vous rêviez que vous êtes face à un public et que vous parlez avec aisance. Et du coup, elle aura mis à ma disposition un outil pour que je puisse faire une expérience, mais qui sera beaucoup beaucoup plus forte et qui va avoir une valeur de... Alors là, je redonne je recite l'autre phénomène que j'ai cité tout à l'heure, ça va avoir une valeur de suggestion post-hypnotique. C'est-à-dire que ce que j'aurais vécu là va se programmer en moi, et demain, lors de la conférence, je vais ressentir à nouveau toutes ces sensations, ces impressions, ces ressources que j'ai mobilisées pendant cette expérience. Donc l'idée, c'est bel et bien d'avoir ces trucs qui sont utilisés par les hypnotiseurs de spectacle pour faire des numéros, mais de les mettre au service d'un apprentissage ou d'un changement. Plutôt que des stupéfiants, c'est ça? C'est ça, plutôt que d'utiliser des produits chimiques. Mais en effet, c'est la valeur ajoutée de l'hypnose. C'est-à-dire que quand bien même on arriverait à faire une hypnose, allez, on va dire sans phénomène hypnotique, dans le sens où on fait pas de beaux phénomènes bien visibles et bien solides, je vois pas trop l'intérêt en réalité. Si la séance d'hypnose a marché, si elle a eu un effet, c'est qu'il y a bel et bien eu un phénomène hypnotique qui est venu
intervenir à un moment donné, soit volontairement parce qu'on a bien maîtrisé la chose, soit parce qu'on a eu de la chance, on l'a fait au petit bonheur la chance et puis c'est bien tombé. Mais l'idée c'est de les maîtriser. Mais par exemple, prenons, il y a à une époque, il y avait un médecin soviétique qui s'appelait Vladimir Raikov qui faisait des expériences où il mettait les gens en hypnose, il mettait des étudiants en hypnose, et par exemple, il y avait je me souviens d'un film où il y avait une étudiante qui apprenait l'anglais, il la mettait en hypnose et il utilisait un phénomène hypnotique pour le coup, pour lui dire, vous ne parlez plus russe, vous ne savez plus que vous êtes russe, vous avez complètement oublié la langue russe, et vous ne parlez plus que anglais. Et alors on voit, évidemment, elle ne se met pas à parler couramment anglais, elle parle anglais dans les limites de son niveau, du niveau qu'elle a, elle ne va pas inventer des mots qu'elle n'a jamais appris, hein, c'est pas de la magie, mais par contre, ça lui fait sauter certaines inhibitions. Elle se croit anglaise, et donc elle va parler aussi bien anglais qu'elle le peut, et beaucoup mieux qu'avant, où il y a de la pudeur, où il y a de l'hésitation, etc. C'est-à-dire qu'il y a la limite de son identité, elle est russe, et donc elle se croit limitée en anglais, et bien pendant l'expérience hypnotique, elle se croit anglaise, donc pour le coup, elle parle avec aisance. Et on voit dans le film qu'ils essaient de la piéger en lui posant des questions en russe pour voir si elle répond quand même ou si elle comprend, etc. Et en fait, elle répond « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette langue, etc. » Bon, c'est pas extrêmement naturel, mais on voit bien quand même que le phénomène est bien poussé. Et bien là, c'est intéressant parce que pour reproduire ce qui se passe dans une immersion, quand on est complètement immergé dans un pays et qu'on ne parle plus sa langue maternelle, assez rapidement, très très rapidement même, quel que soit le niveau de langue, très rapidement, on se met à avoir des pensées, à avoir des rêves dans la langue du pays, à condition de plus du tout parler sa langue maternelle, hein, ou presque plus. Eh bien, on peut reproduire ça par ce truc, par ce phénomène hypnotique qui consiste à dire à ce moment-là, vous oubliez que vous êtes russe et vous oubliez votre langue maternelle. Mais ça, c'est possible qu'en hypnose. Si je dis ça à quelqu'un qui n'est pas en hypnose, il va me dire, ouais, mais enfin non, en fait, je parle toujours ma langue maternelle. C'est bel et bien un phénomène qui n'est mobilisable que dans un état d'hypnose très profond, pour le coup, celui-ci. Et on voit, il fait d'autres expériences. Une il y a une jeune pianiste qui joue... J'allais t'en parler. Oh là là, tu me devances toujours, c'est énervant. Parce que c'est la même expérience, mais celle-là, elle est belle, elle est marquante. Il y a une jeune femme qui joue du Chopin, qui joue un prélude de Chopin, un scherzo de Chopin, je sais plus, et elle bute sur des choses. On voit qu'elle a sa façon de jouer. Elle a un bon niveau quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui a jamais touché un piano de sa vie. Elle a un bon niveau, mais elle bute dessus. Elle stresse, elle se crispe. Il la met en hypnose, il l'a bien entraînée avant, il la met dans un état d'hypnose et il va utiliser un phénomène qui est l'incarnation en lui disant, comme avec l'autre, il lui a dit, à l'autre il lui disait vous êtes une anglaise, là il lui dit vous êtes Rachmaninoff. Et donc elle se prend pour Rachmaninoff, qui en plus d'être un immense compositeur, était un grand virtuose du piano, vraiment un pianiste, un des meilleurs pianistes de l'histoire du piano. Et là, soudain, quand il la réveille, elle est méconnaissable. Je veux dire, elle a une énergie qui sort d'elle, qui est extraordinaire, et elle joue ce morceau de Chopin avec une fougue, une façon de jouer qui est folle. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle aussi parfois la modélisation hypnotique, qui consiste vraiment, qui n'est pas la modélisation comme on fait en PNL ou autre, qui est vraiment une expérience purement, pas du tout intellectuelle, vraiment, à aucun moment on a besoin de se poser des questions là-dessus, il faut juste avoir des informations sur le modèle, sur la personne à modéliser, et on se prend pour elle, mais on se prend pour cette personne au point de devenir cette personne, et du coup au point, alors peut-être pas de jouer exactement comme Rachmaninoff aurait joué, mais en tout cas de jouer beaucoup mieux que elle, je sais pas comment elle s'appelait cette jeune femme, mais disons que elle va abandonner son identité et donc les limites de son identité, qu'elle est peut-être une personne, voilà, qui... on va dire, elle a l'air d'avoir le profil d'une bonne élève, d'une jeune fille sage, qui fait bien son truc, etc. Et là, soudain, elle peut emprunter la personnalité d'un type aussi fougueux et romantique que Rachmaninoff pour jouer ce morceau d'une manière qui est extraordinaire. Donc on voit bien que les phénomènes hypnotiques, et notamment les phénomènes hypnotiques de l'hypnose profonde, nous offrent des outils pour de la pédagogie, pour de la thérapie, pour des tas de choses. D'ailleurs, c'est vraiment ce que... Pour le coup, je parle quasiment que de lui tout le temps, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment une grosse partie de l'œuvre d'Erikson de faire ça, de mettre les phénomènes hypnotiques et les vrais phénomènes hypnotiques de l'hypnose profonde au service d'apprentissage et au service de thérapie. Alors en cabinet,
Les phénomènes hypnotiques qu'on utilise, c'est pas forcément ceux-là, hein, mais ceux-là aussi. Moi, j'ai souvent utilisé ça avec des sportifs, par exemple, ou même avec d'autres gens. En thérapie de couple, ça fonctionne très très bien, par exemple, ça de se mettre dans la peau de l'autre par un phénomène hypnotique. Mais on va utiliser, par exemple, la futurisation, la capacité à projeter des scénarios dans le futur. Alors ça, j'en avais beaucoup parlé dans un de nos rendez-vous. Ouais. Et j'utilise énormément, j'utilise pas mal la régression aussi. J'utilise aussi voilà, tous les phénomènes du rêve hypnotique, s'ils sont disponibles, si la personne est capable de faire un rêve, qu'il soit symbolique ou qu'il soit réaliste, peu importe. Mais également l'idéomoteur. Voilà, c'est des outils qu'on met à la disposition. La dernière fois, je parlais des acouphènes et j'ai donné une technique sur les acouphènes qui consiste à lier l'augmentation et la diminution de l'acouphène à une lévitation du bras, au fait que la main monte ou descende. Oui. Mais si on n'a pas cette lévitation du bras, si on n'a pas ce truc, ce levier idéomoteur, ça marche pas. C'est parce qu'on a ce levier idéomoteur qu'on peut y associer toutes sortes de choses, la douleur. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a une personne qui a fait ça sur les tremblements chez une personne qui avait Parkinson et qui a obtenu d'excellents résultats. Et donc il lui a appris à gérer ses tremblements. Mais ça c'est possible parce que d'abord j'ai un premier phénomène hypnotique ou pas hypnotique. De toute façon c'est des phénomènes du cerveau, mais en tout cas un phénomène que je vais maîtriser, rendre hypnotique. Et je voudrais juste dire, les listes des phénomènes hypnotiques, on peut les trouver très facilement. J'avais fait une vidéo, tiens, on va mettre le lien de la vidéo dans la description. J'avais fait une vidéo qui reprenait l'essentiel des phénomènes hypnotiques. Erickson donnait pas mal, assez souvent, il avait l'habitude souvent dans des conférences de base ou dans des articles de base de faire la liste des phénomènes principaux de l'hypnose. Et notamment, le phénomène principal de l'hypnose qu'il citait, c'était, il commençait en général par le rapport. Et le rapport, c'est un phénomène très spécifique dans l'histoire de l'hypnose. C'est pas juste la relation, c'est pas juste la confiance, c'est pas juste l'alliance. C'est un rapport très spécifique par lequel une personne, quand elle rentre dans un état d'hypnose et dans un état de plus en plus profond, elle tend à donner un statut particulier à la personne qui l'a hypnotisée, qu'elle va entendre plus que les autres. Elle peut entendre d'autres sons, d'autres voix, mais elles n'ont pas d'importance. La seule qui va vraiment compter, c'est la voix de son hypnotiseur. Et dans un état d'hypnose profond, pour le coup, elle pourra n'entendre et ne voir que lui, sauf si son hypnotiseur décide de lui donner accès à d'autres choses. Mais il y a vraiment cette espèce de relation exclusive qui s'appelait, chez Janet par exemple, il appelait ça l'électivité. Enfin, on a différents termes qui sont arrivés dans l'histoire, mais le terme de rapport hypnotique arrive très très tôt aussi. Et ça, c'est le premier, le plus fondamental des phénomènes hypnotiques. C'est-à-dire que probablement toute relation d'hypnose, qu'on le veuille ou non, est quand même basée sur ce rapport, qui est peut-être même à la définition même de l'hypnose. Donc voilà. Donc toute hypnose est au moins basée sur un phénomène qui est ce canal privilégié, cette relation privilégiée qu'on va créer entre deux personnes. Ok. Très complet comme réponse. Moi, je vais t'embêter un peu. Du coup, ces expériences que Raikov faisait en Russie, du coup, il y avait une modélisation, il y avait une désinhibition, même avec la jeune Russe qui parlait anglais après. T'as un petit tips là pour facilement les ramener hors hypnose, ou ça se passe pas comme ça? Alors c'est intéressant parce que d'ailleurs il y avait un vieux documentaire qui s'appelait Sept pas au-delà de l'horizon qui montrait plusieurs de ces expériences de Raikov, notamment sur un jeune garçon qui apprend à dessiner en se prenant pour Ilya Repin, je crois, enfin une actrice, une fille qui se prend pour une actrice et qui récite des poèmes, etc. Donc il y a pas mal d'expériences et notamment l'expérience de la pianiste avait été reprise dans un petit documentaire qui était un petit reportage qui avait été présenté aux collégiens à l'époque, qui était présenté aux écoliers sur l'hypnose. Et la voix off de ce petit reportage était très bien faite et très réaliste. Et je mettrai le lien d'ailleurs vers ça parce que je l'avais publié sur mon blog. Elle était très réaliste et elle finissait en disant mais par contre pour que cette personne joue comme ça au quotidien dans son état d'éveil, il faudrait beaucoup de répétitions. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans l'état d'hypnose elle est capable d'un tel prodige, elle est capable vraiment d'être à ce niveau-là,
Mhm. que bon bah ça y est, c'est fini. Il suffit de la réveiller en lui disant bah voilà, maintenant vous savez jouer à ce niveau-là, vous jouerez à ce niveau-là. Ou par exemple l'autre avec son niveau d'anglais, lui dire bah voilà, c'est désormais le niveau d'anglais que vous aurez tout le temps. C'est pas si simple que ça. Il y a la personnalité de la personne va s'y opposer. On peut changer, on peut même changer vite, mais on a des sécurités qui nous empêchent de changer du jour au lendemain parce que ça nous empêche de devenir fou en quelque sorte. Si je changeais trop rapidement, si on n'était pas capable de me reconnaître d'une journée sur l'autre, ça poserait quelques problèmes de santé mentale. Donc on a cette Oui, sécurité d'identité. d'identité. Donc on est capable, on accepte, et c'est un peu ça l'hypnose. C'est une sorte de Mhm. jeu de rôle durant lequel j'accepte parce qu'il y a un rituel, parce qu'il y a un cadre. J'accepte de faire des expériences de distorsion de ma personnalité, de ma perception, des hallucinations, des choses extraordinaires, comme si j'avais pris des drogues, quoi. J'accepte de le faire parce que je sais que c'est pas un contexte normal. Mais par contre, si les mêmes phénomènes m'arrivaient sans être accompagné spontanément comme ça dans la rue demain, eh ben je m'inquiéterais beaucoup et ça serait pathologique. Donc on ne peut, heureusement, pour toutes les personnes qui sont assez solides, on ne peut pas reproduire ces mêmes distorsions spontanément comme ça. Mais du coup, c'est ce qui nous donne, c'est tout l'enjeu de l'hypnothérapie. C'est pas de créer des phénomènes, c'est pas de créer des résultats, c'est de créer des résultats durables. C'est de les intégrer Mm. au quotidien, à ma personnalité quotidienne. Donc c'est de les ramener depuis l'expérience d'hypnose vers l'expérience quotidienne. Et c'est pour ça que bon, il y a pas mal de gens qui touchent un peu à l'hypnose comme ça, qui disent ah mais c'est facile de créer des phénomènes, etc., et qui n'ont aucune notion des enjeux et de la difficulté du métier d'un hypnothérapeute ou d'un praticien en hypnose en général. Parce que c'est pas ça, l'enjeu c'est de créer des changements durables et intégrés. Donc par exemple, prenons l'exemple de cette fille qui parlait anglais. Probablement simplement la répétition, c'est-à-dire le fait de refaire cette expérience régulièrement pourrait lui permettre de ramener des capacités. Évidemment, le fait de le suggérer aussi, tout simplement, le fait de lui dire, eh bien, vous allez ramener autant que vous le pouvez, votre niveau va être aussi bon qu'il le peut, le meilleur possible. Il y a moyen aussi de faire de la programmation de rêve. Programmer quand on rêve, elle continue de s'immerger à ce niveau-là, ou par exemple pour la pianiste, quand on rêve, elle continue de se prendre pour Rachmaninoff et de devenir et de jouer comme lui. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire des expériences où la personne va jouer, par exemple, comme Rachmaninoff, mais en étant de moins en moins Rachmaninoff. C'est-à-dire que, en fin de compte, voilà, vous allez à nouveau jouer ce morceau, Mhm. toujours aussi bien, mais en étant à 80% lui, à 20% vous. Ah, pour rajouter un peu une intégration de sa personnalité à elle. Exactement. Ouais, c'est génial ça. Petit à petit. Et ensuite, tu le refais une expérience. Alors, ça peut prendre plein de séances. En lui disant, vous allez rejouer à ce niveau-là, mais en étant cette fois 60% vous, 60% lui, et 40% vous, etc. Bon, en fait, il faudrait probablement plus d'étapes que ça, mais voilà, l'idée, ça serait de ramener ça progressivement pour qu'ensuite elle Ok. joue en hypnose, mais en étant elle. Et puis ensuite, alors il y a des expériences, il y a un cas, alors là il est très complexe ce cas d'Erickson, je ne saurais pas le citer de mémoire, mais où il passe par l'écriture pour ça. Il demande à la personne en hypnose d'écrire des choses qu'elle va lire hors hypnose et découvrir des choses sur elle. Par exemple, Oui. par exemple, je vais donner un exemple en dehors, mais si par exemple j'ai quelqu'un en hypnose qui me dit, j'ai quelqu'un hors hypnose qui me dit, pour moi, le plus important dans la vie, c'est vraiment de faire plaisir aux autres. Il faut surtout que je déçoive jamais personne. Et cette personne, à l'intérieur de l'hypnose, euh, en fait, non, j'ai plus du tout la même vision, je ne suis plus du tout la même personne là dans cet état, et j'ai une vision beaucoup plus claire. Clairement, certes, il faut que je fasse plaisir aux autres, mais il faut que il faut que je m'épanouisse, la vie est courte, et il faut pas que je passe à côté de ma vie. Bon, imaginons un truc comme ça. Mais je la réveille, et elle se souvient pas de ça, et elle reprend son discours d'avant. Donc j'ai deux personnes, une personne en hypnose et une personne hors hypnose. Une personne hors hypnose qui dit que la priorité c'est de faire plaisir aux autres, et une personne dans l'hypnose qui dit que il faut quand même donner la priorité à sa vie, à son plaisir, à son existence au quotidien. Et donc, que faire? Eh bien, ce que je peux faire, c'est simplement faire communiquer les deux autres, l'un et l'autre, par exemple. Une fois que la personne est en hypnose, lui dire, j'aimerais que vous écriviez un mot pour la personne, une lettre pour la personne que vous êtes d'ordinaire, que vous allez découvrir en vous réveillant, que vous allez lire, et vous allez lui transmettre des choses, vous allez lui expliquer des choses progressivement dans son langage. Et je peux même programmer un truc du genre,
tous les jours, vous allez lui écrire un petit mot qu'il va pouvoir, par exemple, tous les jours, la personne va se réveiller, écrire un petit mot, et puis se réveiller vraiment, et découvrir le petit mot qu'elle a écrit, et chaque jour apprendre quelque chose, jusqu'à ce qu'elle ait vraiment bien compris le message, et que le message soit passé. Donc je vais transférer cette compétence ou cette compréhension d'un niveau inconscient à un niveau conscient par un canal qui va être par exemple l'écriture automatique. On fait remonter l'information, quoi. Ok. Il y a plein de moyens. C'est tous les travaux justement d'Erickson consistent à répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'on fait passer de la compétence inconsciente à la compétence consciente?